Écoutez le monde vétérinaire autrement sur Veto Micro, un podcast produit par Thémavet. Bonjour, je suis Marine Slove, vétérinaire touche-à-tout, journaliste et fondatrice de Thémavet. Moi, je suis Sophie Hulford, vétote multicasquette, et je me suis fixée comme objectif l'amélioration du quotidien des vétérinaires. Bienvenue sur la saison 2 du podcast qui donne la parole aux vétérinaires. Vous entendrez ici des consoeurs et des confrères, praticiens ou non, raconter leur parcours professionnel, avec leurs réussites, leurs joies, leurs difficultés et leurs échecs aussi parfois. En se confiant sur une tranche de leur existence et en interrogeant leur quotidien professionnel, ils nous démontrent qu'il y a 1000 façons d'être vétérinaire. Nous avons voulu ici nous raconter tels que nous sommes vraiment. Parler de notre rapport au métier bien sûr, mais aussi et avant tout de notre rapport à la vie, à l'animal, à la planète. Ici, pas de tabou, pas de langue de bois et surtout pas de culpabilité. Vous êtes ici chez nous, mais surtout, vous êtes ici chez vous. Belle écoute! Tu penses qu'on a perdu finalement cette partie essentielle qui est de passer du temps, du vrai temps avec le patient? Ah, ça c'est clair. Ça c'est clair. On passe pas assez de temps avec le patient. J'ai lu un article ce matin dans une revue professionnelle, je sais plus si c'est dans l'Essentiel ou dans la revue de comment ça s'appelle là, du syndicat, je sais plus comment ça s'appelle, Pratique vétérinaire, et où maintenant ils parlent de la médecine où on passe du temps, on interroge les gens, etc. Il y a des formations pour ça, mais je dis mais c'est qu'on soit obligé de faire des formations pour discuter avec les gens et les écouter, mais c'est la base, c'est-à-dire passer du temps. Et plus tu passes de temps, plus tu te rapproches d'un vrai diagnostic, du bon diagnostic, et plus, une fois que tu as fait ton bon diagnostic, c'est ce qu'oublient la plupart des naturopathes animaliers, des ostéopathes animaliers, ils font pas d'examen correct, ils font pas de diagnostic. Une fois que tu as un diagnostic, là, tu peux proposer toute ta palette thérapeutique. Et c'est là, tu dis, bon, bah ça c'est chirurgie, non, ça c'est médecine. Et en médecine, ben là, c'est là où tu dis, ben là, je vais faire de l'acupuncture, ou je vous propose la phytothérapie, ou je vous propose de l'allopathie pure et dure. Et il faut jamais être intégriste, il faut être pragmatique et surtout avoir plusieurs cordes à son arc, une grande palette de solutions thérapeutiques. On peut pas faire un diagnostic en plus lourd et ne pas proposer des solutions. On peut pas dire aux gens, ben voilà, votre chien il a ça. Même encore, moi je fais beaucoup de cancérologie alternative. On devrait dire médecine. Moi je fais la médecine que je fais. Modestement, je dis que c'est de la médecine intégrative, où on intègre tous les outils qu'on a, tous les outils thérapeutiques qu'on a. Ça, c'est très important. Et plus tu as d'outils thérapeutiques, plus tu as de chance, tu donnes de chance aux chiens. Et je suis en train de me poser la question de dire, ceux qui ne font que de l'allopathie, est-ce qu'ils ne seront pas un jour attaqués pour perte de chance parce qu'ils n'ont pas sorti tout ce qu'ils pouvaient? Parce que dans certains cas, l'allopathie, elle est quand même très délétère. Hein. En dermatologie, par exemple, si tu prends la dermatologie, sur des atopies, faire que des immunosuppresseurs, c'est pas correct. Tu diminues les chances du chien, tu ne donnes pas toutes les chances au chien de s'en sortir. Alors qu'il y a plein de solutions en algothérapie, en mycothérapie, en particulier les champignons. On est en train de découvrir un monde avec les champignons, mais la mycothérapie, c'est une vraie merveille. Et pour tous les problèmes immunologiques et les problèmes cancéreux, nous, on peut plus faire de cancéro ni d'immuno sans les champignons, c'est pas possible. Eh ben, je trouve que de ne se cantonner qu'à l'allopathie, c'est une perte de chance. Et j'assume quand je dis ça, c'est pas léger de dire ça, j'assume. Et je pense que c'est pour ça que la médecine intégrative, d'ailleurs en médecine humaine, c'est en train d'arriver. Ouais, complètement. En cancérologie, par exemple, ceux qui s'intéressent à la cancérologie intégrative et qui disent tiens, il y a peut-être autre chose que la chimio ou que la radiothérapie, il faut qu'ils aillent voir les travaux du docteur Jean-Loup Mouisset, qui est un mec exceptionnel, qui a créé les centres ressources et qui a multiplié dans ces centres ressources où il reçoit les cancéreux, où il leur propose bien sûr de la chimiothérapie, parce qu'en médecine humaine, t'as pas le droit de pas donner de chimiothérapie, mais il donne la chimiothérapie adaptée aux malades, puisqu'il fait une recherche de la chimiothérapie la plus adaptée sur culture cellulaire de la tumeur de la personne. Ouais, tu vois un peu le niveau. Et ensuite, il rajoute acupuncture, ostéopathie, phytothérapie, naturopathie, médecine par les couleurs, médecine. Tu vois, il met tout en œuvre il utilise toute la palette possible.
et en prenant les gens compétents dans chaque domaine, de la sophrologie, bien sûr, de la méditation, de la nutrition, et évidemment de la nutrition, de la micronutrition, et résultat, il multiplie par 4 les médianes de survie par rapport aux autres centres de cancérologie. Et il a C'est hyper beaucoup de intéressant. rémissions. Beaucoup de rémissions. Donc ça veut dire que la médecine intégrative, d'ailleurs, il y a un bouquin qui vient de sortir, tiens, je l'ai là, juste à côté de moi, ça s'appelle Guide professionnel des interventions non médicamenteuses. C'est un professeur de médecine qui vient d'écrire ça, et ça s'appelle le guide professionnel INM, les interventions non médicamenteuses. Évaluation, réglementation, utilisation. Donc c'est en train de se mettre en place, et ce bouquin, ça cite toutes les médecines non conventionnelles qu'on est en droit et même en devoir d'utiliser devant une pathologie lourde. Moi, je suis sidéré que devant un cancer, même évolué, on dise aux gens, écoutez, votre animal, il est foutu. Qu'est-ce que vous me proposez, docteur? Une chimiothérapie et votre chien, il est mort dans 3 mois. C'est effrayant de voir ça. On n'a pas le droit de pas donner, c'est pas donner de faux espoirs. Comme disait ce fameux David Servan-Schreiber, qui était un type extraordinaire, qui a écrit un magnifique bouquin sur le cancer et qu'il a embarqué au bout de 25 ans au lieu de le tuer au bout de 3 ans. Il a tenu 25 ans avec toutes ces médecines non conventionnelles. Il a dit, il faut pas donner de faux espoirs aux gens, surtout sur un cancer. Mais il faut pas donner de faux désespoir non plus. C'est-à-dire, faut pas dire que c'est foutu. Et d'annoncer une maladie grave sans annoncer des possibilités de solution, toujours en étant honnête, en disant aux gens, voilà, ce qu'on peut faire, déjà soulagé. Tu vois? Il y a une phrase de Raoult. Raoult, moi j'aime beaucoup le professeur Raoult, beaucoup de gens l'ont décrié, c'est vrai que il a un caractère cochon, mais ça peu importe. Et il a dit une phrase dans une de ses conférences ou dans un de ses livres, je sais plus. Il a dit le tout rôle d'un soignant, quel qu'il soit. Donc nous, on se considère comme des soignants, on soigne des animaux, mais on est des soignants. Tout rôle d'un soignant, c'est 1, de rassurer, et 2, de soulager. Il dit une fois qu'on a fait ça, on a fait la moitié du boulot. Et ça, c'est très très important d'avoir ça en tête. 1, rassurer, 2, soulager. Eh ben, mon Dieu, il y a un paquet de cas où on le fait pas. Moi, le premier, pendant des années, j'étais plutôt en médecine classique, et en médecine classique, on t'apprend à être alarmiste, annoncer le pire pour pouvoir dire après, vous voyez, finalement, on s'en sort. Non, c'est pas comme ça. Il faut rassurer, il faut dire, voilà, on va essayer des choses, on vous propose des choses, on va faire en sorte qu'il aille mieux, mais surtout, on va tout de suite le soulager. D'où l'importance de travailler sur la douleur. Est-ce que tu penses qu'il y a aussi, je sais qu'ils en parlent en médecine intégrative, en humaine, un côté aussi sur la responsabilisation du patient dans le traitement, et que le côté allopathie est une médecine très descendante finalement, et que la médecine intégrative, et donc qui inclut les médecines alternatives, est beaucoup plus incluante et responsabilisante au niveau du patient lui-même. C'est tout à fait vrai ce que tu dis. Alors, en médecine humaine, évidemment, de se prendre en charge. Prenez-vous en charge, quoi. Prenez en charge votre maladie, faites votre part du boulot. On n'est pas là pour vous assister de A à Z. Je trouve que dire la prise en charge, reste 0 de prise en charge, tu te dis, mais attends, ils nous prennent vraiment pour des couillons, quoi. Et en médecine vétérinaire, c'est pareil. C'est beaucoup plus respectueux pour le client de dire voilà, on va faire des choses un peu plus compliquées. Après, moi la question que je pose systématiquement en fin de consultation, avant de faire toute ma prescription, c'est de dire est-ce que vous allez pouvoir faire ça? Qu'est-ce que vous êtes capable de faire et qu'est-ce que vous ne pourrez pas faire? C'est pas la peine de prescrire des choses magnifiques avec 3 huiles essentielles, 5 plantes, des gels à masser, etc. si les gens peuvent pas le faire. Si le chien ne se laisse pas faire, ou s'ils n'ont pas le temps, ou s'ils n'ont pas l'argent. Nous, le gros avantage qu'on a, c'est qu'il n'y a pas la sécu et ça, on a un rapport à l'argent qui est beaucoup plus sain. C'est-à-dire que un examen complémentaire, tu dis voilà, il faudrait faire un scanner. Là, vraiment, je bute, il faudrait faire un scanner. Le gars, il te dit je peux pas. Ok, on va essayer de se gratter un peu les méninges et de faire sans scanner. Et voilà, il faut toujours proposer quand une porte se ferme, il faut ouvrir des fenêtres, comme disait l'autre, il faut ouvrir les fenêtres. Et c'est vrai qu'il faut toujours proposer des solutions et toujours dire au client qui est en face de toi, ou à un humain si tu es médecin, est-ce que vous allez pouvoir assumer ce traitement? Est-ce que vous allez pouvoir le faire? Et là, tu t'aperçois, moi, ça me sidère, c'est incroyable ce que les gens sont capables de faire pour leur animal. Mais même pour une vache,
ce que j'ai vu, moi, dans le milieu rural, des gens qui se sont battus pour lever une vache qui arrivait pas à se lever après le vélage, on a mis des systèmes de sangles, etc. Et c'est impressionnant. On mésestime toujours ce que le client est capable de faire pour son animal ou pour lui-même. Et ça, c'est un défaut qui est lié au rapport qu'on a médecin malade, vétérinaire animal malade. On a un rapport, comment dire, on manque d'empathie. On manque d'empathie, on n'arrive pas à se mettre à la place du client. Et de la même façon, quand tu donnes un traitement très compliqué, l'observance du traitement sera probablement pas faite. Et là, c'est parce que tu te mets pas à la place du client. Et ça, ça s'apprend au fur et à mesure, mais c'est quelque chose qu'on devrait toujours avoir. Des notions toutes simples. 1, rassurer. 2, soulager. 3, se mettre à la place du client. 4, demander s'ils peuvent payer ça, s'ils peuvent y arriver, si... Tu vois, pourquoi moi je fais de la cancérologie? Pourquoi dans notre clinique on fait de la cancérologie intégrative et on pourrait dire alternative? Parce que on voit des gens qui arrivent par exemple avec un ostéosarcome. Je dis qu'est-ce qu'on vous a proposé en 2e ou 3e avis? Qu'est-ce qu'on vous a proposé? Eh ben on m'a proposé une chirurgie, on m'a proposé l'amputation plus la chimiothérapie et on m'a dit que mon chien il serait mort dans 3 mois. Alors je dis bah écoutez, vous êtes au bon endroit au bon moment. Parce que nous, on va pas amputer votre chien, parce que déjà, on va vous prendre une fortune pour l'amputer, et ça va juste, ça c'est pas moi qui le dis, hein, c'est dans tous les bouquins de chirurgie, de chirurgie oncologique, ça va juste pour soulager la douleur du membre malade. Je dis, on va pas l'amputer, on va le soulager. Ça, c'est la première chose à faire. Et puis 2, on va vous proposer des traitements, et avec ces traitements, on a certains chiens, pas tous, évidemment, on gagne pas à tous les coups, on a certains chiens, bah, ça fait 2 ans, ils sont encore là. Alors d'accord, ils ont leur tumeur, d'accord, ils boitent, mais ils sont là, ils mangent, ils boivent, ils vivent une vie sociale normale, donc ils vivent avec. Jamais dit, et moi une fois je m'étais fait allumer par un professeur de cancérologie dans une conférence dans un congrès de naturopathie, et je lui dis, vous m'avez pas écouté, j'ai jamais dit que je guérissais le cancer avec des plantes ou avec des tisanes, comme vous dites, j'ai toujours dit que j'essayais de permettre à l'animal de vivre avec son cancer. Et ben déjà, c'est pas mal. Si le chien il gagne 2 ans, c'est bien. Hein. Bah, c'est bien au-delà de la moyenne générale avec un Oui. ça, Alors, sûr. Franchement, il faut toujours être très très honnête. Hein. Il faut jamais raconter de salade. Il faut être très honnête. Il faut dire, écoutez, on essaye. Si vous êtes d'accord pour essayer ça, on va voir comment le chien réagit à ce que je vous propose. Et puis, si je me suis trompé, eh ben, on fait autre chose. Et puis, si autre chose ne marche pas, ben peut-être qu'il faudra se poser la question est-ce qu'on continue pas. Mais pour l'instant, il faut essayer quelque chose. Si vous êtes d'accord, si vous en avez les moyens, parce que même les traitements intégratifs à base de plantes, ça finit par faire un petit peu de sous. 10 fois moins cher en général qu'une chimiothérapie, donc ça va. Mais ça fait un petit peu de sous. Il faut toujours demander si les gens sont capables de le faire. Quoi. Oui, est-ce que la base, c'est pas aussi la compréhension, la communication claire avec le client, et au-delà même de l'empathie? C'est ça, la communication claire avec le client. Et puis, alors ça, c'est Flo qui nous l'a appris parce qu'elle était zoopsychiatre, elle a fait une spécialité de zoopsychiatrie. Et en comportement, elle est très très bonne. Et donc en comportement... Attends, c'est quoi la zoopsychiatrie précise? Zoopsychiatrie, c'est la médecine des troubles du comportement de l'animal. Et donc elle a fait la formation de zoopsy. Et, elle n'a pas passé le diplôme à la fin parce qu'elle n'a pas pu le passer pour d'autres raisons. Mais elle faisait de la zoopsychiatrie et surtout c'est qu'elle a fait une thèse en éthologie. Donc elle est vraiment passionnée par ça et c'est elle qui nous a appris à reformuler les questions, à redemander est-ce que j'ai bien compris, est-ce que vous êtes d'accord avec ce que je vous dis, etc. Tu vois, parce que moi de spontanément je suis un petit peu comment dire, un peu trop enthousiaste, disant on va faire ci, on va faire ça, etc. Puis quelquefois je me dis ah zut, j'ai pas compris qu'ils pouvaient pas, ou j'ai pas compris qu'ils avaient pas envie d'aller si loin, ou j'ai pas compris qu'ils voulaient la chimiothérapie et pas autre chose. Et quelquefois, en prenant de l'âge, on s'aperçoit qu'il faut plus écouter, plus d'empathie, plus d'écoute, plus de dialogue, et puis un peu d'humilité au milieu de tout ça. Et puis voilà. C'est pas facile hein, notre métier, mais c'est passionnant. Non, c'est pas Moi, facile. je suis toujours aussi passionné. Et quand je fais une consultation, quand les jeunes me disent « Oh, il faut que tu viennes parce qu'il y a une telle qui arrive et personne peut la recevoir, veut la recevoir. » Ils sont 6 vétos. Et
il y en a, personne ne veut la recevoir tellement elle est pénible. Et puis moi, comme je le connais depuis très longtemps, j'y vais et je me régale parce que c'est très enrichissant d'arriver à comprendre les gens et puis leur apporter des solutions. C'est vraiment passionnant, c'est un métier qui est absolument génial, avec la liberté qu'on a par rapport aux humains. Tu vois, je discute avec des cancérologues humains, mais ils me disent, mais t'as une chance de pouvoir faire tout ça. Tu vois, je fais des cours à la fac à Lyon, des cours de phytothérapie. Au DIU de phytothérapie, le patron du DIU m'a dit, mais viens nous parler de tout ce que tu fais. Et donc, l'autre jour, j'ai fait cours, et en face de moi, il y avait des médecins, des pharmaciens, des dentistes, des sages-femmes. Alors, les sages-femmes sont très, très branchées phytothérapie, mais il y avait quand même 2 chirurgiens et deux anesthésistes. Quand tu penses qu'en 2024, il y a des anesthésistes qui viennent écouter un véto leur raconter des cas de phytothérapie sur des serpents, sur des lapins, sur des vaches, sur des chevaux, tu vois. C'est les NAC qui m'ont amené à la phytothérapie parce que tu donnes des antibiotiques à un lapin qui est une flore sur 4 pattes, qui est un microbiote sur 4 pattes, tu le flingues. Tu fais de la cortisone à un serpent qui est un être peu équilotherme, qui a pas à température fixe, tu le refroidis, tu le tues. Donc, moi, j'en avais marre d'avoir des NAC dans mon congélateur, et c'est là que je me suis dit, il faut que je trouve autre chose. Et en fait, c'est les NAC qui m'ont fait commencer la phytothérapie. Bien sûr, ma culture d'homéopathe, mais et moi, je suis pas un bon homéopathe, c'est Flo, la bonne homéopathe de la bande, parce que c'est trop long, tu vois, une consultation d'homéopathie, si tu veux faire une bonne compte, c'est 1h30, tu vois. Donc, moi, je me fatigue au bout d'1h30. La première consultation de phytothérapie, acupuncture, ostéopathie, enfin médecine non conventionnelle, puisqu'ils viennent chez nous pour ça, les gens, c'est 1 heure la première consultation minimum. Ça me permet d'aller sur un sujet qui fâche parfois un peu. L'argument que certains vétérinaires vont avancer à ce stade, c'est de dire mais non, mais 1 heure, comment est-ce que c'est rentable ce genre de choses. Alors, je vais peut-être te surprendre, mais c'est la vérité. On s'est jamais posé la question avec Flo de savoir si on gagnait bien de l'argent, si on gagnait plus ou moins que notre voisin d'à côté qui prenait les gens tous les quarts d'heure, etc. Jamais on s'est posé la question. On a toujours eu une trésorerie extrêmement saine parce qu'on a toujours eu une vie très très sobre, une vie personnelle très sobre. Mais c'est pas par habitude, c'est parce que on voulait absolument avoir une comptabilité très saine. D'ailleurs, notre comptable nous disait, mais j'ai aucune entreprise et c'était un très gros comptable d'Annecy, j'ai aucune entreprise qui a une trésorerie aussi saine que vous. Mais je dis, mais on est tranquille, on casse la radio, on achète la radio cash demain. On casse l'échographe tombe en panne, on achète un autre échographe, c'est pas un problème. On a voulu toujours notre sécurité financière, mais jamais au détriment de la qualité de ce qu'on faisait. Et franchement, si on avait fait une consultation par quart d'heure, on aurait pris notre retraite à 50 ans tous les deux, on serait allé faire autre chose. On s'est jamais posé la question, et franchement, notre chiffre d'affaires était excellent par rapport à tous nos voisins. Pourquoi ? Parce qu'on travaillait beaucoup, c'est-à-dire qu'on faisait pas des journées de 8 heures. Mais quand tu travailles beaucoup et que ça te plaît, en plus on travaillait le samedi, moi je faisais les gardes de dimanche, on faisait les gardes de nuit systématiquement, mais j'en ai un souvenir, mais sans problème, c'est pas un problème. Et quand je demande à mes enfants, je dis, est-ce que vous avez souffert du fait qu'on était très très pris par notre métier, mais comme on habitait à 3 minutes de la clinique, il y en avait toujours un qui était là pour la sortie de l'école, toujours un des deux qui était là pour faire les devoirs, et tous les dimanches, il y en avait un des deux ou les deux qui partaient, et on n'avait pas de téléphone portable à l'époque, qui partaient au ski ou qui partaient au lac. On habite une région qui se prête à ça, et les enfants nous disent, ah non, on n'a absolument pas souffert de ça, on a eu une enfance merveilleuse. Le seul reproche qu'ils nous font, les enfants, c'est qu'ils nous disent, on parlait que de bestioles à la maison, quoi. Les repas tournaient beaucoup autour de notre boulot. Alors quelquefois ils nous disaient hey, stop, on parle d'autre chose là. Hein. Et on les a emmenés en vacances un peu partout, on trouvait des remplaçants. Non. Et ça n'a vraiment pas été un souci. Et quand on fait le bilan, tu vois, quand on arrive à la retraite, tu fais un bilan. Tu fais un bilan de ce que tu as appris, de ce que tu as transmis, de ce que tu as fait. Et puis aussi un bilan matériel, un bilan financier. Et ben franchement, on est aussi bien que nos copains qui ont gagné bien plus d'argent que nous, mais au bout du compte, on est aussi bien. Et on a très bien vécu, on n'a aucun souci avec ça.
Donc en fait, moi ce que je dis aux jeunes, mais n'ayez pas l'obsession, surtout pas l'obsession de l'argent, et surtout n'ayez pas l'obsession d'amortir votre matériel. C'est affreux quand tu achètes un échographe et que tu es obligé de faire des échographies à un animal sur 2 pour amortir le truc, c'est vraiment malheureux de faire ça. C'est terrible. Ah non, c'est pas un souci du tout de rester 1 heure avec un client. Alors on prenait un peu plus cher qu'une consultation normale et les gens le comprenaient très très bien. On faisait des consultations spécialisées. Les consultations en deuxième, par exemple une consultation d'homéopathie en premier c'est 1h30, ben c'était bien plus cher qu'une consultation normale, le double en général. Et puis ensuite la deuxième consultation d'homéopathie qui durait plus qu'une demi-heure parce que déjà on avait débroussaillé le terrain, on prenait un tarif normal. Et en fait, tu as une vraie valorisation des compétences plutôt que de bien sûr, mais chiffre sur du médicament par exemple. En fait, mais quand tu fais le bilan, et on se dit, enfin, nous, on a fait ce qui nous a correspondu. Hein. Je dis pas que c'est la meilleure façon de faire. Moi, j'ai des copains qui tournent que pour le fric, et puis après, qui vont jouer au golf, qui s'achètent un jet privé ou qui s'achètent un bateau, c'est leur plaisir, il n'y a aucun problème. Chacun fait ce qu'il veut de sa vie. Mais ce que je veux dire, c'est qu'on peut très bien se passionner pour ce qu'on fait, et que l'argent soit pas du tout le moteur, que l'argent vienne après. Moi, je suis très, très, très surpris de voir que le niveau de vie, c'est que le niveau matériel, mais le niveau de vie, c'est aussi la richesse de la connaissance, la richesse de tes rapports avec tes clients, le plaisir d'avoir 90% des clients qui te mettent des bonnes appréciations ou même plus, tu vois, on a toujours des râleurs, on a toujours des gens qui sont pas contents parce que on a été fatigué ce jour-là, qu'on n'a pas été à l'écoute. En général, chaque fois que ça se passe mal, c'est de notre faute. C'est parce qu'on n'a pas été à l'écoute, qu'on a voulu aller trop vite. Et chaque fois qu'on se trompe, c'est qu'on n'a pas fait ce qu'il fallait. Ou alors, quand on sait pas, et puis on envoie chez un plus compétent que nous. Ça, faut être toujours dans l'humilité, pas dans la modestie. Hein. La modestie, c'est d'être non, je sais rien, je suis nul, etc. Être humble, c'est d'avoir confiance dans ce qu'on fait, d'avoir confiance dans ce qu'on sait, et d'avoir assez d'intelligence pour dire ça, c'est pas pour moi, c'est trop compliqué, c'est pour un tel. Et voilà, et ça, c'est l'humilité. Et moi, je pense que l'humilité est un signe d'intelligence de la vie. Hein. D'ailleurs, mes grands maîtres, hein, moi, j'ai été, heureusement, en ostéopathie, j'ai des chevaux, j'ai été formé par le meilleur ostéopathe du monde, c'était Dominique Gignot. En acupuncture des chevaux et des chiens, j'ai été formé par le meilleur acupuncteur du monde, c'est Émile van den Bosch. C'est des grands maîtres, ils sont d'une humilité, tu vois, c'est impressionnant. Je suis impressionné par l'humilité des grands. Des grands maîtres, c'est ça, ils sont dans l'humilité. Ouais, c'est très vrai ce que tu dis. Ouais. Est-ce que pour quelqu'un qui veut se lancer sur un parcours de médecine alternative, tu l'as dit tout à l'heure, voilà, prendre son temps, mais est-ce que tu aurais une recommandation il faudrait démarrer par laquelle selon toi, où il n'y a pas Alors, je vais te parler de ce que je connais le mieux. La phytothérapie, c'est là où je me sens plus, le plus légitime pour en parler, puisque je suis en train de finir mon deuxième édition du guide de phytothérapie et qui va être 2 fois plus grosse parce que j'ai 2 fois plus de choses à raconter maintenant que j'ai 10 ans de recul par rapport à la première édition en 2014. En phytothérapie, la première chose à faire, c'est de faire le DIU de phytothérapie à la faculté, en faculté de médecine et de pharmacie. Et le meilleur de France, c'est celui de Lyon, c'est le DIU de Lyon, dont le patron s'appelle Serge Michalet, qui est un pharmacologue mondialement reconnu, un type d'une gentillesse, d'une simplicité incroyable. En plus, il a 45 ans à tout casser, et très très brillant, très gentil, très pédagogue. Et là, il y a un ensemble d'intervenants qui sont tous des très très beaux, c'est tous des médecins et c'est tous des praticiens, c'est ça qui est important, mais qui ont un niveau de connaissance spectaculaire. On commence par ça, en plus financièrement c'est pas cher parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui disent ouais mais c'est bien d'aller à la VTAO mais c'est cher. Donc ils commencent par ça. Et une fois qu'ils ont pris un peu de bouteille, ils viennent au cours de phytothérapie qu'on organise à la VTAO. Où maintenant moi je fais pas tous les cours parce que j'en ai laissé un plus jeune que moi. Et moi, je fais le cours au niveau 2, et lui, Thierry Dochy, fait le cours 1. Et là, c'est 4 week-ends, donc 4 fois 30 heures de cours, hein. C'est 3 fois, 120 heures, c'est ça. Et de cours, c'est que la phytothérapie, l'aromathérapie, la mycothérapie vétérinaire. Alors qu'en médecine humaine, c'est plus fondamental, le DIU. Et une fois qu'ils ont fait ça, après, à la VTAO, alors c'est marrant parce qu'à la VTAO, ils commencent par
par l'ostéo, par exemple, et ils finissent en phyto, puis ils font la Q, parce que c'est une école de ostéopathie au départ, et en ostéopathie, il y a toutes les ostéopathies qui sont présentées, la structurelle, la fluidique, l'ostéopathie viscérale, etc. Et vraiment par des très 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 bons. Moi, je suis en admiration devant mes enseignants, ceux qui m'ont enseigné. Et puis après, ils font la phytothérapie. Puis après, ils disent ah ben tiens, j'ai pas fait d'acupuncture. Et puis Pierre, il a beaucoup parlé de la médecine chinoise et des éléments chinois parce que je travaille toujours. Je classe toutes les plantes en fonction des éléments chinois. Et ils disent bah allez, on va faire la médecine chinoise et l'acupuncture. Et en fait, une fois que tu rentres dans une formation, tu en sors 20 ans plus tard. C'est ce que j'allais dire, c'est sans fin. Tu mets le doigt, tu mets le doigt dedans. Après, c'est la plupart qui ont mis le doigt dans une de ces médecines non conventionnelles, qui maintenant s'appellent les médecines intégratives. Et ben, ils sont frustrés s'il leur en manque une, tu vois. Après, c'est pas du tout une drogue, mais c'est un besoin d'avoir plusieurs cordes à ton arc. Et quand tu arrives à faire le joint entre toutes ces choses-là, c'est magnifique. Moi, c'est pour ça que j'ai fait la formation pharmacopée chinoise. Et après, j'ai appris énormément de choses avec Émile van den Bosch en médecine chinoise. Il est impressionnant. Il est président mondial de l'association des vétérinaires acupuncteurs. Donc c'est vraiment le meilleur du monde. Et c'est pas lui qui le dit, certainement pas. C'est tout le monde qui le reconnaît, quoi. C'est-à-dire qu'on l'appelle aux États-Unis, on lui affrète un jet privé pour venir le chercher, pour aller soigner aux États-Unis des chevaux de course, etc. Tu vois, c'est le niveau du gars. Et d'une gentillesse, d'une simplicité, d'une proximité incroyable. C'est ça la caractéristique des grands. Et une fois que tu as touché que tu as été formé par ces gens-là, bah forcément t'as qu'une envie, c'est d'essayer de faire aussi bien qu'eux, ce qu'on n'arrive jamais à faire, évidemment. Hein. Moi, j'arrive pas à leur cheville, tu vois, en ostéopathie ou en acupuncture, mais ça fait rien. Le principal, c'est pas d'être le meilleur du monde, c'est de te faire plaisir et puis d'être efficace dans tes soins. Hein. Et après, c'est que du plaisir. C'est que du plaisir. Moi, je suis Flo et moi, tu vois. Moi, si j'étais réincarné, si un jour la réincarnation fonctionne, moi, je demande la même vie et je recommence la même vie. Je veux être vétérinaire de campagne, à soigner tous les animaux et faire tout ce que je peux. Je veux recommencer exactement. Je veux pas du tout changer de vie. J'ai pas envie de faire un autre métier du tout, du tout, du tout. Je trouve que c'est magnifique. Tu changerais rien du tout? Ah, je changerais rien. Je changerais rien. J'apprendrai plus. Je serai meilleur à la fin de cette deuxième vie, j'espère. Et c'est parce que j'ai pas le temps de. Quand je suis arrivé à la retraite, la seule chose qui m'a un peu contrarié, c'est que je me dis mince, j'ai tellement de choses à apprendre encore. Il y a plein de choses sur lesquelles je sais rien. Par exemple, en nutrition, micronutrition. Franchement, je me dis mais je sais rien en micronutrition. En ce moment, je me passionne pour le microbiote, mais en microbiote du chien. Moi, tu me diras en microbiote humain, on n'y comprend pas grand-chose non plus. Mais c'est pareil, je vais assister à des conférences de grands nutritionnistes humains. Par exemple, un professeur de micronutrition qui travaille à il est professeur à l'université de Liège, mais pas vétérinaire, hein, c'est un humain. Hein. Il s'appelle le professeur Vincent Castronovo. Tu vas voir une conférence de Castronovo sur Internet, sur le microbiote. Il commence sa conférence en disant « Je vous avertis, chers amis, que on ne connaît rien. Donc, je vais vous faire une conférence de 2 heures sur rien. » Mais bon, c'est de la fausse modestie, ça, parce que, en fait, il connaît énormément de choses, et c'est passionnant, mais le microbiote, on est au début de la compréhension. Tu vois, par exemple, on fait des transferts de flore fécale depuis des années à la clinique. Parce qu'on a entendu parler de ça, on s'est dit, allez, on se lance, on va les faire, on va faire des transferts, on va prendre le caca le plus joli caca du chien d'un des chiens de la clinique, parce qu'on a tous des chiens, forcément. Et voilà, alors c'était ma chienne qui a vécu 14 ans et demi, une Bouvier Bernois qui a vécu 14 ans et demi, qui n'était jamais malade de sa vie. Jamais une diarrhée, jamais un vomissement, jamais une anorexie d'une journée, rien. Elle a jamais rien eu. Et donc, son caca était parfait. C'est ce que j'allais dire, un caca parfait. Elle avait le caca parfait, le caca idéal, donc on récupérait son caca, on le coupait en rondelles, on le faisait congeler tout de suite, parce que pour conserver toutes les bactéries qu'on pouvait, parce qu'à l'intérieur du caca, on espérait qu'il y ait les bactéries anaérobies, puisque les anaérobies, elles claquent à l'air. Donc voilà, on congelait tout de suite, et puis après on donnait des rondelles de caca de ma chienne aux gens dont les chiens avaient des diarrhées chroniques et tout, qui mélangeaient congelé avec un petit peu de pâté. Les premiers transferts, on faisait ça. Maintenant, on fait ça avec dans des gélules, on fabrique des gélules de caca en solution, etc. Mais
les transferts de flore fécale, tu vois, en médecine humaine, ça commence juste, et encore en milieu hospitalier, dans des conditions très très strictes, ils font le génome de la flore du donneur et tout, et nous, forcément, on fait pas ça, mais ça marche remarquablement bien, tu vois, mais on se lance tout le temps, on essaye tout le temps les nouveaux trucs, on lit un article et on dit, tiens, on va essayer, allez hop, on essaye. Par exemple, là, il y a récemment la phycocyanine, tu sais, c'est la phycocyanine, c'est le pigment bleu-vert de la spiruline et surtout de l'algue du lac Klamath. Donc l'algue du lac Klamath est bien plus riche en spiruline, mais elle vient du lac Klamath, elle vient des États-Unis, on ne sait pas si la traçabilité, s'il n'y a pas des algues bizarres. Alors en fait, on se tourne vers la phycocyanine, extraite de la spiruline et faite en France. Et ben ça y est, on a eu un petit article sur la phycocyanine. Moi, je me suis intéressé, j'ai téléphoné au meilleur spiruliniculteur de France, et puis qui a inventé un process pour extraire la phycocyanine. Et voilà, on va acheter la phycocyanine chez lui, puis on va se lancer avec ça. On essaye, on valide, on invalide, on passe notre temps à faire ça, à essayer des nouveaux trucs. Et voilà, les champignons, c'est comme ça qu'on a commencé. Et maintenant, il se passe pas une journée sans qu'on prescrive des champignons anticancéreux, pas une seule journée. Et comment tu trouves toutes ces infos? Tu continues à te former en fait en permanence et tu... Je lis un bouquin par semaine de médecine un bouquin par semaine. Ouais. Je lis, je bosse, je vais à des conférences, j'écoute des conférences et puis forcément quand tu écris un livre, tu es obligé de mettre tes références. Et quand tu mets les références, il faut que tu les lises. J'ai jamais lu tant d'études, des trucs chiants même, mais des trucs passionnants aussi. Et on s'inspire de ce qui se fait en médecine humaine. Et inversement, tu vois, j'ai été frappé l'autre jour à ce cours que j'ai fait à Lyon, là. Les deux chirurgiens sont venus me voir à la fin en me disant, mais où t'as appris tout ça? Mais je dis, j'ai appris parce que j'ai lu des articles, que j'ai rencontré des laboratoires sérieux. Moi, quand il y a un laboratoire qui me plaît bien sur le papier, je vais le voir, je vais à leur rencontre. Je leur demande une visite de leur laboratoire. S'ils veulent pas, je dis, bon, ok, je bosse pas avec vous. Pour voir comment ils travaillent, tu vois, voir la traçabilité, voir les hommes qui travaillent, voir s'ils sont passionnés ou si c'est que pour du business. Tu vois, si j'arrive dans la cour du laboratoire que il y a une Porsche Cayenne noire garée devant la porte et que le patron il sort en fumant sa clope avec un costard Boss, c'est sûr que là je me barre, je reste pas dans ce laboratoire. Tu vois, c'est un peu primaire ce que je te dis, mais c'est important de bosser avec des fournisseurs avec lesquels on soit sur la même longueur d'onde au point de vue éthique, au point de vue écologie aussi, si le laboratoire est éco-responsable ou pas, enfin bref. Et comme ça, on a de l'information. Et qu'est-ce qu'on fait? On passe notre temps à essayer. Quand un laboratoire me dit, tiens, pour le choc opératoire, tu devrais essayer l'extrait de figuier de Barbarie. Je dis, pourquoi? Parce que ça contient des HSP, donc des stimulants des protéines de choc. Ah bon, alors, faut m'expliquer ce que c'est les HSP. Donc, je travaille là-dessus. Et après, je dis, oui, ça peut être génial. Le premier chien qu'on opère d'une grosse chirurgie orthopédique, on va lui faire ça. Et tu t'aperçois que le chien, il remarche sur son membre avec la ferraille et tout. Le lendemain, tu dis, oula, c'est vraiment un truc exceptionnel. Il n'y a pas d'effet placebo sur un chien, pratiquement pas. Tu vois? Et voilà. Et on expérimente, on valide, on invalide. Ça marche pas. On essaie une deuxième fois, ça marche pas. On dit, ok, ça marchera pas. Puis voilà. Enfin, c'est pas aussi simple que ça, parce qu'on fait des essais sur une plus longue période. Puis les labos, quand ils savent que t'es prêt à essayer des trucs, ils disent, tiens, je suis en train de mettre au point une formule, qu'est-ce que t'en penses? Mais je dis, moi, ça me plaît bien, ta formule. Allez, on va essayer, on va prendre un panel de chiens, et puis on va voir ce qui marche. Après, on fait c'est toujours passionnant de faire ça, parce qu'on apprend plein de choses comme ça. Et les labos les laboratoires non conventionnels sont prêts à te faire essayer plein de choses. Et donc, tu participes à la mise au point de protocoles, entre guillemets, de médecine intégrative qui fonctionnent avec des plantes, des huiles essentielles, des champignons, des algues. On fait des choses magnifiques avec les algues aussi. Et bien sûr avec la phyto, etc. Donc, il faut essayer, il faut se lancer, puis s'inspirer de ce que les autres ont fait. D'ailleurs, quand tu lis une monographie de plantes, la première chose, c'est usage traditionnel. Donc, tu sais qu'Hildegarde de Bingen au XIe siècle, cette plante, elle l'utilisait pour ça. Et puis après, tu sais que Paracels l'utilisait pour ça à la Renaissance. Tu dis, oula, il l'utilisait pour ça, c'est bizarre. Et déjà, ça te donne une petite idée que empiriquement, ils n'avaient pas l'évidence-based médecine.
Donc, il faisait pas des essais sur des échantillons avec écart-type et tout le tralala. Il faisait des essais sur le patient de tous les jours. Et quand ils avaient, à la fin de leur vie, ils mettaient en fenêtre les essais par rapport aux produits, ben, les usages traditionnels, il n'y a pas que ça qui doit te motiver pour choisir un traitement. Mais ça compte aussi. Et tu verras, dans tous les bouquins de monographie de plantes, ça commence usage traditionnel. Donc, empirisme. Et c'est pour ça que l'empirisme, c'est intéressant. Il faut pas travailler que avec l'empirisme, mais on n'a pas le droit de jeter ça à la poubelle. Ouais, c'est très Excuse-moi, intéressant. je parle trop. Non, c'est très intéressant, ce que je suis absorbée par ce que tu racontes, c'est très bien. Et j'essaie de me mettre un peu à la place tu vois, je reviens sur ces jeunes qui ont envie quand même, je pense, de plus en plus d'autres approches et en même temps se sentent un peu bridés, savent pas forcément par où commencer et peut-être se retrouvent aussi dans des situations où tout le monde n'est pas aussi ouvert d'esprit ou que toi, par exemple, sur ce genre de choses. Donc je me pose la question de comment faire au-delà de aller se former, évidemment, faire des. Alors d'abord il faut avoir une ouverture d'esprit. Il faut se dire peut-être arrivé à un certain âge aussi, c'est que l'allopathie t'a déçu et que tu te rends compte qu'il y a des limites à tout. Il y a beaucoup de gens qui sont des déçus de l'allopathie. Moi je vois bien ceux qui viennent au cours du DU de phytothérapie. Il y a tous les âges, hein, mais t'as des gens qui ont 50 balais, 60 balais. À 60 balais, t'as des médecins qui disent j'en ai marre de faire toujours ça et je sens que ça marche pas, j'ai envie de faire autre chose. Puis t'en as des 25 ans qui sont là, juste à la fin de leurs études, qui sont là. Donc commencer par se former, bien sûr lire des bouquins, regarder. Maintenant t'as des conférences gratuites sur Internet de partout, t'as des formations en distanciel de partout. Et alors après tu détectes vite les enseignants qui sont de qualité et puis ceux qui sont là pour attirer le chaland dans leur laboratoire, etc. Mais tu as des laboratoires qui font des très belles formations aussi. Moi, j'ai suivi des formations aussi par des naturopathes d'exception. Une personne en particulier, Danielle Boussard, qui est une naturopathe, mais elle a 75 ans, elle continue à travailler, elle continue à faire des conférences. Mais je pense que 90% des médecins l'avalent pas au point de vue des médecins généralistes, au point de vue ouverture d'esprit, etc. Donc avoir l'esprit ouvert, se former, lire, et puis surtout y aller, se lancer. Moi, ce qui me frappe, c'est qu'il y a des gens qui viennent même payer une formation à la VETAO, qui est pas réputée pour être une école gratuite. Hein, c'est un investissement parce qu'il faut, c'est un week-end par mois. Ensuite, il faut que tu trouves des remplaçants, il faut que tu viennes à Paris, assez au sud de Paris, il faut payer l'hôtel, payer les repas, etc. Donc ça fait cher les formations, hein. Mais je suis sidéré de voir des gens qui viennent en formation, puis après, qui disent j'appliquerai quand je serai plus à l'aise, ou il y en a qui disent moi je travaille dans une clinique, mais les associés veulent pas que je fasse de la phyto. Je dis il faut pas venir là s'ils veulent pas que tu fasses de la phyto. Mais applique. Ce qui me sidère, c'est que très souvent, il y a un frein à se lancer, à se mettre en route sur quelque chose. C'est d'investir dans une formation en temps, en argent, en vie de famille, parce que c'est des sacrifices de vie de famille, etc. Et puis pas appliquer ce que tu as appris dès le lundi. Moi, mon obsession, c'est que le cours, c'est vendredi, samedi, dimanche, et c'est que dès le lundi, ils appliquent. C'est important. Alors ça, c'est un excellent point. C'est un excellent point parce que je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui se réfugient dans les formations. Oui, t'as raison. Pour se réassurer on apprend plus, donc on sera meilleur après. Mais par contre, la passation vers la pratique, je suis tout à fait d'accord avec toi. Moi, j'ai été sidéré en ostéopathie, par exemple. Ma promotion d'ostéopathie, on était 25. Et moi, j'étais parmi les plus réticentes, c'est-à-dire les plus méfiants de l'ostéopathie. Je disais, mais non, je suis pas bon, j'arrive pas, je sens rien. Et il y a des gars qui sentaient le MRP, des filles qui sentaient le MRP tout de suite aussi, parce que les femmes sont plus douées pour ça, pour l'acupuncture, pour l'ostéopathie, elles ont une sensibilité meilleure que la nôtre, que les hommes, on est un peu bourrins, nous. Et enfin bref. Et j'étais parmi les plus réticents, et j'en voyais des enthousiastes qui, après un week-end, sentaient des tonnes de choses et tout ça, ils sentaient bouger toutes les vertèbres, etc. Moi, j'ai l'impression de toucher une table, tu sais, au lieu de toucher un cheval, j'ai l'impression que c'était une table, je sentais rien bouger, enfin bref. Et on était 3 ou 4 comme ça, à être parmi les plus, les moins doués de la promotion. Et je suis sidéré de voir que ces 4-là, en particulier, on était, 4,
on a appliqué, mais tout de suite derrière. C'est-à-dire qu'à la fin de la formation, on faisait tous de l'ostéopathie. Et il y en a, ça fait 25 ans que j'ai fait cette formation, il y en a, depuis 25 ans, ils n'ont jamais fait d'ostéopathie. Ils se sont payés toute la formation, ils n'ont jamais fait d'ostéopathie, pardon. Tu te dis, mais quel dommage, quel gâchis. Il faut y aller. On apprend quelque chose, allez, on applique. Et même les plus doués, c'est pas forcément bien parce qu'ils ont l'impression que c'est tellement facile qu'ils forcent pas derrière. C'est comme les surdoués à l'école. En général, les gamins précoces, les intelligences précoces, derrière, ils font pas des étincelles. Hein. Et alors que quand t'es un besogneux, moi je suis un besogneux, hein, j'apprends, je travaille, j'essaye, je me prends des gamelles, je me trompe, etc. Mais finalement, ça paye. Et puis c'est tellement intéressant de pouvoir appliquer ce qu'on apprend. C'est tellement. Et alors il faut tomber sur. Moi j'ai été émerveillé par la générosité de la plupart de mes professeurs et vraiment je leur rends hommage à chaque fois. J'ai rencontré des gens exceptionnels. Mon ami Dominique Gignot, là, il est mort il y a 20 ans cette année. Il y a 20 ans qu'il est mort. J'ai l'impression qu'il est encore derrière moi. Il me dit, mais non, ta main, il faut pas la mettre là, il faut la mettre là. Et puis là, tu vois, le cheval, il est en train de te dire quelque chose. Regarde ce qu'il te dit. Il avait écrit un bouquin, Dominique Gignot, qui m'avait beaucoup marqué. Il avait dit, ce que les chevaux m'ont dit. Et lui, il disait, c'est les chevaux qui m'ont appris mon métier. Il avait plein dans son approche, il avait plein de proverbes, de maximes qu'il avait, lui, forgé, parce que il a commencé à enseigner l'ostéopathie alors que ça faisait 30 ans qu'il en faisait. C'est-à-dire qu'il nous a fait cadeau au stage d'ostéopathie où moi il m'avait invité à son stage. J'ai eu la chance d'être parmi les 20 qui ont fait son premier stage, les 20 vétos qu'il a choisis parce que je l'avais croisé dans 2-3 congrès. Et on avait bien accroché. Et il avait une phrase qui était extraordinaire, qui disait la bonne santé, ce n'est pas la perfection. La perfection, c'est pas de ce monde. La bonne santé, c'est pas de ne rien avoir, c'est d'être bien avec ce qu'on a. C'est-à-dire que malgré le mal, on arrive à être bien. Et ça, c'est une phrase exceptionnelle. Par exemple, les gens qui ont des chiens cancéreux, je dis, mais votre chien, l'important, c'est pas qu'il n'ait pas de cancer, c'est qu'il arrive à vivre avec. Sans souffrir, évidemment, sans souffrir et sans être détruit par son cancer. Et quand tu entends cette phrase, tu te dis, mais c'est universel, cette phrase. Tu rencontres dans la rue des gens qui sont beaux, grands, intelligents, pleins de pognon et qui font la gueule, et puis tu rencontres d'autres personnes, qui sont handicapées et qui ont toujours le sourire. Tu vois, c'est des phrases qui m'ont marqué toute ma vie. Et j'avais entendu une phrase aussi d'une journaliste qui était connue à l'époque de ma jeunesse, qui s'appelait Françoise Giroud, qui a été ministre de la Condition féminine, je crois. Oui, c'était la première ministre de la Condition féminine sous Giscard d'Estaing. Donc, tu vois, c'est des histoires de vieux. Elle disait, dans la vie, ce qui est important, c'est d'apprendre. Ensuite, c'est de comprendre ce qu'on a appris. Et une fois qu'on a compris ce qu'on a appris, l'obligation, c'est de transmettre. Vous êtes obligé de transmettre ce que vous avez appris. Est-ce que vous avez appris? Est-ce que vous avez intégré dans votre pratique? Et c'est pour ça que moi, je transmets, parce que je dis, mais le peu qu'on sache, tout le monde a quelque chose à transmettre. Mais quel dommage quand la connaissance se transmet pas. Quelle perte. J'avais lu une phrase aussi qui disait, je sais pas si c'est un proverbe chinois, c'est la mode de dire des proverbes chinois, c'est dire, un grand-père qui meurt, c'est une bibliothèque qui brûle. Parce que le grand-père, avec tous ses souvenirs, s'il n'a pas transmis ses souvenirs, moi j'ai eu la chance de connaître un de mes deux grands-pères, et de connaître mes deux grands-mères, mais ça a été une source énorme de savoir pour moi. Et quand ma grand-mère est morte, ma grand-mère paternelle est morte, j'ai eu l'impression effectivement de perdre une source de connaissances incroyable. Et voilà, c'est pour ça que je me dis, voilà, il faut transmettre jusqu'à sa mort. On n'a pas le droit de garder pour soi la moindre connaissance. Mais d'où ta passion de transmettre, c'est ça, c'est pas du tout. Alors, quelquefois, ma femme, elle me remet bien les pieds sur terre régulièrement. Elle me dit, oh ouais, mais il faut pas quand même que tu te prennes au sérieux. Elle me dit, attention de pas te faire gonfler ton ego. Elle me remet vraiment souvent en place. Je lui dis, mais c'est pas pour me faire mon ego, je m'en fiche de ça. Et c'est transmettre, c'est ça l'important, c'est de transmettre. Bien sûr que c'est valorisant aussi, il faut le reconnaître. Quand tu fais un cours et puis que tu vois que les gens accrochent, qu'ils te posent des questions, qu'ils te rappellent après. Moi, je donne toujours mon mail et mon téléphone à tout le monde. Et donc, je dis, mais envoyez-moi des mails et je vous réponds, etc. Et c'est pour ça que j'ai une cinquantaine de mails professionnels par jour. Et je réponds à la plupart dans la journée. Puis quelquefois, je mets 2-3 jours à
à digérer un petit peu ce que je dois dire. Mais voilà, donc là, c'est bien sûr que c'est valorisant, bien sûr qu'il y a une part, on a toujours besoin de reconnaissance, quel que soit ce qu'on fait, mais c'est pas le moteur. Le moteur, c'est transmettre la connaissance, le peu qu'on sache. Et moi, je suis très 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 humble sur ce que je sais. Je me dis, pétard, il y a tellement de choses que j'ai pas eu le temps encore d'approfondir. Et plus je lis, plus j'apprends, plus j'écris, plus je me dis, mais je sais rien, c'est pas possible. C'est pas possible. La vie est beaucoup trop courte, hein. C'est vraiment trop court, hein. Bon, écoute, je voulais aussi aborder un sujet avec toi qui, je pense, te tient à cœur, toi et ta femme. C'est celui de l'écologie en clinique vétérinaire. Vous avez fondé tous les deux l'association qui s'appelle EcoVeto. Et je voudrais que tu m'en parles un petit peu et quelles actions vous mettez en place ou vous conseillez de mettre en place au sein des structures. Alors, donc, la fondation d'EcoVeto, c'est la suite d'une réflexion à propos de notre clinique. Déjà, c'est quand on a construit notre dernière clinique. Donc, c'était la 4e qu'on faisait, oui, c'est ça. On en a fait 2 dans notre première clientèle et 2 dans notre deuxième clientèle. Et donc, on n'en construira plus d'autres maintenant. À notre âge, c'est fini. Et donc, cette nouvelle clinique a été un sujet déjà de questionnement sur ce qu'on voulait comme bâtiment. Donc, on a construit un bâtiment à haute qualité énergétique, très basse consommation d'énergie, et labellisé, etc. On se chauffe au bois. Et on est la seule clinique, je crois, de France où on en a peut-être 2 qui se chauffent avec un poêle à bois, avec un très bon rendement. Et bon, c'était un choix comme ça, hein, chacun fait ce qu'il veut. Mais du coup, on s'est dit, ça suffit pas, il faut qu'on ait une démarche dans toute la clinique. Qu'est-ce qu'on fabrique comme déchets? Au départ, c'était les déchets qui nous ont inquiétés. Et donc, Flo a fondé cette association EcoVeto qui a démarré avec 3 bouts de ficelle et 2 bouts de papier. Et on s'est débrouillé pour démarrer. On est allé sur les congrès, porter la bonne parole. Au début, on était à peine reçus dans les congrès de la fac. Ils voulaient presque nous mettre à l'entrée ou dehors carrément. Et puis petit à petit, on a été le stand le plus visité de l'expo des congrès, tu vois, des congrès régionaux. Donc ça veut dire qu'il y avait une vraie recherche de la part des vétos. Ensuite, l'association a augmenté. Et donc, le but, c'est d'avoir une clinique la plus vertueuse possible déjà dans sa construction, en économie d'énergie, en particulier. D'abord, économiser l'énergie et faire le moins d'énergie possible. Ensuite, produire le moins de déchets possible. Et ça, c'est tout à fait faisable. Mais alors, il faut se battre. Et puis, toutes sortes de sujets sont intervenus ensuite dans notre façon de travailler. Par exemple, éviter tous les pesticides, parce que ces pesticides, c'est une honte. Mais c'est une honte absolue que les vétérinaires vendent autant de pesticides et que ça représente un budget dans toutes les cliniques, la vente d'antiparasitaires externes en particulier, qui est une catastrophe écologique et une catastrophe pour la santé des animaux et des maîtres des animaux. Quand tu vois que des femmes enceintes mettent des pesticides qui sont tous tératogènes, mutagènes et modificateurs endocriniens, tous, c'est pas moi qui le dis, hein, c'est marqué sur la notice du produit. Et quand tu vois les logos qu'il y a sur les camions qui transportent ces produits, où tu vois des têtes de mort, etc., tu te dis oulala. Et nous, on donne ça, on met ça sur un chien, et notre responsabilité est quand même engagée. Quand tu vois qu'une femme enceinte, elle dort à côté de son chien, et que son chien est contre elle toute la nuit avec des pesticides, c'est effrayant. Donc, on a fait toute une réflexion sur les antiparasitaires internes, les antiparasitaires externes, les produits de chimie qu'on vendait. Moi, je suis sidéré aussi qu'on fasse par exemple, de la chimiothérapie métronomique, où les gens font des produits de chimiothérapie chez eux. Et donc, leur chien dans le pipi et dans le caca, mais même en médecine humaine, c'est pareil. Quand un bonhomme suit une chimiothérapie chez lui, les stations d'épuration sont bourrées de produits chimiothérapiques. D'ailleurs, on discute sur la qualité de l'eau aussi, on s'occupe de la qualité de l'eau dans notre commune, et on s'aperçoit que les gens de la station d'épuration, leur souci numéro 1, c'est les pesticides et les hormones, les modificateurs endocriniens. Donc, on est en plein là-dedans. Donc, EcoVeto, c'est pas simplement un bâtiment responsable, c'est aussi une pratique éco-responsable, c'est-à-dire éviter les déchets, diminuer les déchets, diminuer la pollution qu'on provoque. Ça va jusqu'au traitement des sols, au traitement des surfaces, aux lessives qu'on utilise, aux déodorants, etc. Donc,
Et là, maintenant, on a tout codifié, on a écrit des guides des bonnes pratiques. Là, ils viennent d'éditer, là, parce que Flo a laissé à des jeunes, forcément, comme elle a pris sa retraite, on a laissé à des jeunes qui ont repris de façon magnifique Ecoveto. Et ils sont très, très actifs. Ils font des repas Ecoveto tous les mois avec un thème. Donc, on est très, très content que cette association Ecoveto, qui est partie avec 2 pelés et 3 tondus, comme on dit vulgairement, est devenue quelque chose d'important et qui est reconnu maintenant. Au départ, on nous prenait un peu pour des doux rêveurs, et puis maintenant, on est reconnu. Donc voilà. Le but, c'est d'essayer d'avoir le moins d'impact possible sur l'environnement et le moins d'impact possible sur la santé humaine. C'est comme les croquettes. Par exemple, quand je dis aux gens, mais n'achetez pas des croquettes au Canada. Achetez des croquettes Origène qui sont soi-disant les meilleures du monde. Origène vient d'être acheté par le groupe Mars, je crois d'ailleurs en plus. Donc c'est dire, Mars, c'est eux qui procèdent au Royal Canin aussi. Enfin bref. Je crois, je suis pas spécialiste de ce marché-là, mais il y a eu une très belle émission à la télévision il y a pas très longtemps là-dessus sur le marché des croquettes. Et le marché vétérinaire en France, je crois que c'est 2,5 milliards d'euros par an. C'est pareil, les croquettes, acheter du local, acheter des croquettes françaises. En France, il y a 2 ou 3 marques très très correctes. C'est évidemment pas celles qui sont les plus connues. Celles qui sont les plus connues, c'est les plus mauvaises parce qu'elles sont, et c'est celles qui font le plus de pub. C'est-à-dire qu'ils passent plus de budget sur la pub que sur la qualité de leurs croquettes. Il faut être clair là-dessus. C'est pas moi qui le dis, c'est des spécialistes des croquettes qui le disent. Moi, j'écoute un petit peu des vétos qui sont très très bons en nutrition, dont une vétérinaire qui habite pas loin d'ici, qui habite à Albertville, qui s'appelle, son nom c'est Deveau, son prénom j'ai oublié Charlotte. son prénom, mais Charlotte, voilà, Charlotte Deveau, qui est impressionnante dans sa connaissance de ce monde-là. Et bon, voilà, on a une responsabilité, une éco-responsabilité dans notre activité professionnelle qui est énorme. Que ça soit en élevage, c'est pareil. Quand on voit l'ivermectine qui est balancée à tour de bras sur des vaches, sur des ruminants, sur des chevaux, etc., quand on sait que l'ivermectine est rémanente dans les bousses pendant 6 à 12 semaines, donc ça veut dire que les bousses de vaches dans les champs ne sont plus, les insectes coprophages n'existent plus, les mouches, elles se posent sur une bousse de vache, elles claquent immédiatement. Il faut être conscient dans ce qu'on fait de l'impact qu'on a. Alors on peut pas être vertueux à 100%, mais au moins qu'on commence à diminuer tout ça, quoi. Voilà. Le but d'Ecoveto, c'est ça, c'est d'avoir une pratique la plus respectueuse possible de l'environnement, de la construction de la clinique, en passant par son activité de la clinique et en passant aussi par ce qu'on vend dans nos médicaments. Oui, donc voilà. Commencer par une prise de conscience déjà, et puis oui, mettre en place ce mais la qu'on prise peut de à son conscience, échelle. tu vois, on anime aussi une association sur notre coin là, une association environnementale. Alors la prise de conscience, il y a beaucoup de gens qui l'ont. Maintenant, on est même bassiné à la télé par des écologistes punitifs, tu vois. Nous, on n'est pas du tout pour l'écologie punitive. On est pour la prise de conscience, et enfin, on met quoi en acte en face de cette prise de conscience. C'est toujours ça. Qu'est-ce qu'on fait maintenant qu'on sait ça? Maintenant qu'on sait qu'on a un impact sur le climat, qu'on a un impact sur la santé, qu'on a un impact sur l'eau des rivières, sur la consommation d'eau, c'est pareil, on a des impacts sur plein de choses. Quand on désinfecte une cage de chenil avec de la javel, on impacte l'environnement. La javel, on sait que c'est une vraie saleté pour l'environnement, alors qu'on peut faire très bien ça à la vapeur d'eau. Et qu'avec un Vaporetto, ça marche 10 fois mieux pour désinfecter une cage et on a 0 résidu dans l'environnement. On a juste la consommation d'électricité pour faire ça. Ok. Donc c'est pareil, il faut toujours mettre en perspective tout ce qu'on utilise et se dire, bon, là on peut améliorer, là on peut l'améliorer, ça on peut pas. Bon, on va pas se flageller toute la journée parce que ça on peut pas s'en passer. Désinfecter un champ chirurgical, sauf que maintenant on les désinfecte à l'argent colloïdal. L'argent colloïdal, c'est une vraie merveille, c'est bien mieux que la bétadine ou bien mieux que la chlorhexidine. On parle même pas de la chlorhexidine sur lesquelles il y a beaucoup de résistance. Donc tu vois, ça, être écologiste dans sa pratique, c'est pas le côté on se met des petites fleurs de partout et puis on se donne bonne conscience. C'est qu'est-ce qu'on met en action pragmatique pour que on soit moins pollueur. Voilà, c'est ça l'idée. Et on arrive à justement l'écologie, on fait des économies. Nous, on a fait des économies, mais substantielles en dépenses d'énergie, en matière de dépenses d'énergie. On réduit les emballages, etc. On n'a plus de plastique du tout, on ne donne plus un seul plastique pour quoi que ce soit. Et franchement, c'est facile et en plus, ça coûte moins cher d'être écologiste.
d'être écologique, pardon, dans sa pratique. Et une clique qui justement est dans cette démarche, veut mettre en place plus de choses, elle peut se rapprocher d'Ecoveto où elle trouve des informations sur le site. Ah ben oui, il faut taper Ecoveto, alors en plus, ils ont vraiment beaucoup amélioré la communication, le site, Facebook, etc. Donc, si tu veux, c'est pas compliqué d'avoir de l'information. Et en plus, ils ont collecté toutes sortes de choses, ils ont donné des guides de bonnes pratiques, etc. C'est vraiment, ils ont fait un boulot. On avait déjà fait un énorme boulot avec Flo, et on s'aperçoit qu'avec juste, ça demande pas du temps, ça demande juste d'appliquer des principes tout simples. Et puis au bout du compte, nous par exemple, on a installé des panneaux solaires qui nous ont pas coûté très cher d'ailleurs, des panneaux solaires récemment, parce que quand on a construit la clinique, on n'avait pas assez de sous pour le faire, mais rapidement on a pu le faire. On a divisé par 2 notre note d'électricité. On récupère des eaux de rinçage pour la chasse d'eau, on a divisé par 2 notre consommation d'eau. Une chasse d'eau, c'est 30 litres d'eau potable pour pousser du caca. À un moment donné, il faut se poser la question, si on n'est pas débile d'utiliser de l'eau potable qui a coûté très cher pour être purifiée, pour la remettre dans du caca, quoi. C'est pas possible. Ouais. Donc, en fait, avec des choses toutes simples, et c'est pas contraignant. Il faut pas croire que l'écologie soit punitive ou contraignante. L'écologie ça peut être très positif, ça peut être, et puis en plus, ça a un côté, comment dire, vertueux, et ce qui est très surprenant, c'est que les clients apprécient ça. Ils disent, tiens, et on leur dit aux clients, on dit, ah non, moi, je vous vends pas ce pesticide, c'est pas possible. Ah bon? Et en pharmacie, ils me le vendent comme ça. Je lui dis, le pharmacien, il faut l'engueuler, il faut lui dire qu'il est fou. Alors, je sais de qui je parle, hein, c'est, les pharmaciens, on les connaît tous, on est tous potes, donc il n'y a pas de problème. Je leur dis, vous allez dire à votre pharmacien qu'il est fou de vous vendre ça. Et alors, je téléphone au pharmacien, je dis, tiens, il y a un tel, il va passer, il va t'engueuler. Parce que tu lui as donné ça. Tu vois, on fait ça avec humour, si tu veux. En plus, il faut pas que ça soit, oh là là, mon Dieu, on va tous mourir, etc. Mais non, on peut améliorer les choses. Puis il faut commencer toujours pareil. Pour tout, c'est pareil. On commence modestement. On commence par faire des petites choses au pas de sa porte. On va pas faire des ZAD, on va pas aller grimper dans les arbres pour faire dans des ZAD. On commence au pas de la porte de sa clinique en disant, voilà, on n'achète pas une clim, mais on met des stores intelligents. C'est ce qu'on a fait. On a mis des stores intelligents à la clinique, on n'a pas besoin de clim. Ou on fait un système d'aération entre les pièces, on ouvre les pièces la nuit, on revient le matin, c'est tout frais. Voilà, c'est des choses toutes simples et à mettre en place qui coûtent rien et qui font gagner de l'argent et qui améliorent le bilan écologique de la clinique. Et économique. Donc, même si on n'a pas la motivation écologique, on peut au moins trouver la motivation dans l'économie. Mais bien sûr, nous on est arrivé à montrer que c'était très, très, on gagnait de l'argent dans la gestion des stocks. C'est pareil, on engueule les labos quand ils font du suremballage. On leur dit non, on veut pas une commande tous les jours. On fait une commande par semaine maximum et même une commande tous les 15 jours. Quand tu penses que la plupart des stocks des pharmacies de France ou du monde entier sont dans des camions qui roulent, les camions de la Cooper qui roulent, enfin, c'est hallucinant. Tu demandes un médicament, mais même un truc tout simple. L'autre jour, je suis allé à la pharmacie, on est potes avec mon pote pharmacien, là, que j'ai entraîné vers la phytothérapie, parce que tous les clients lui disent, dis donc, l'Helveto, il fait plus de plantes que vous, hein. Vous êtes herboriste, soi-disant, et vous faites rien, enfin bref. Et donc, il est venu me voir, il m'a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec ta phyto? Je lui dis, je fais des formations, je t'emmène. Je fais des formations, enfin, je suis des formations, hein, c'était au début. Et je l'ai emmené avec moi, je lui dis, viens voir, il y a des labos vraiment qui font des beaux trucs. Et voilà, donc, j'ai demandé un médicament l'autre jour, il me dit, je l'ai pas. Et je lui dis, ah bon, t'as pas ce médicament, pourtant c'est un truc archi courant. Et il m'a dit, ouais, c'était du Voltaren. Il avait pas de Voltaren dans sa clinique, dans sa pharmacie. Il dit, mais t'as pas de Voltaren? Il me dit, je le reste après-midi. Donc il le commande, et il y a un camion qui est venu lui poser une boîte de Voltaren. Mais c'est n'importe quoi. C'est n'importe quoi de faire ça. Je lui dis, je vais prendre autre chose. C'est pas possible que tu fasses venir un camion pour une boîte de Voltaren et puis 3-4 trucs parce que t'as pas voulu les stocker. On marche sur la tête. C'est pas compliqué de faire, et tout le monde c'est gagnant-gagnant, comme disent les gens du marketing, c'est win-win. C'est gagnant-gagnant. Et évidemment que le laboratoire, il a intérêt à me dire qu'une fois de porter des médicaments, la centrale, elle a intérêt à faire passer
Et les centrales sont toutes, on travaille avec Alcyon. Les centrales sont toutes contentes d'Ecoveto. Ils poussent les cliniques à adhérer à Ecoveto pour faire des commandes plus cohérentes, plus intelligentes. On a moins de périmés, on fait gaffe à la péremption, etc. C'est pas compliqué de faire ça. C'est toujours pareil. C'est une question de volonté, une question de boulot. Et après, quelle satisfaction. Parce que c'est pas du boulot pour gagner de l'argent, c'est du boulot pour pas en perdre. Et pas faire perdre la planète. Fait aussi. Comment? De réfléchir à ce qu'on fait. De réfléchir à ce qu'on fait. Et puis c'est de faire les choses en conscience. Voilà, en conscience, exactement. Alors, faire les choses en conscience, ça paraît un peu prétentieux, mais c'est ça. C'est exactement ce que tu viens de dire, c'est que à la fin de ta journée, quand tu as bien travaillé, que tu as bien écouté les gens, que tu leur as proposé le plus possible des traitements cohérents, qui pouvaient assumer, qui pouvaient assumer financièrement, et que tu as été le plus écologique possible, que tu n'as pas pollué, que tu as fait attention à pas mettre des antibiotiques là où il n'y en avait pas besoin, à pas mettre de pesticides là où il n'y en avait pas besoin, à expliquer aux gens qu'un chien qui a 0 puce, 0 tic, c'est une vue de l'esprit, que ça n'existe pas, et qu'un chien qui a 3 puces, c'est pas un problème. Voilà. Et une fois que tu as fini ta journée, tu te dis, bon, bah, j'ai fait le job, j'ai bien fait le job, et tu as la satisfaction du travail bien fait. Et ça, c'est énorme, ça vaut tout l'or du monde, ça. Il n'y a pas besoin d'avoir fait 1000 balles de chiffre d'affaires pour être heureux, il y a besoin d'avoir bien fait ton boulot. Et l'argent vient automatiquement. Nous, notre clientèle a explosé depuis qu'on fait des médecines non conventionnelles et qu'on travaille dans l'écologie. Ça a explosé. Notre yourte, ça nous a triplé notre clientèle en quelques années. En 3 ans, la clientèle avait triplé. Et donc, le chiffre d'affaires augmente automatiquement. Alors, bien sûr, on embauche. Nous, maintenant, on est 12 à la clinique. On a commencé à 2,5 et on est 12. Pas 12 vétos, hein. On a commencé 2 vétos, une assistante, donc qui était à temps partiel. Et là, maintenant, on est 6 vétos, 6 assistantes. J'adore comment tu parles au présent et ça me permettait de transitionner sur ma dernière question, dont je pense que je connais la réponse. Mais voilà, on sait que tu es un doigt de pied dans la retraite. Oui, en vrai, tu l'es quasi totalement, mais comment est-ce qu'on envisage la retraite quand on est un vétérinaire passionné comme toi? On l'envisage pas, en fait. Ouais, on l'envisage pas. Moi, franchement, je voulais faire comme le capitaine Haddock. Tu sais, la devise de Tintin et le capitaine Haddock, c'était de 7 à 77 ans. Donc moi, comme j'ai eu ma vocation très ancrée à 6-7 ans, je me suis dit, je vais bosser jusqu'à 77. Et puis à 69 ans, j'étais obligé d'être opéré du cœur. Probablement une valve cardiaque d'origine, alors que j'ai jamais été malade dans ma famille, j'ai jamais eu d'infarctus et tout, j'ai jamais eu de problème de cœur, probablement suite des vaccins Covid. Personne ne me l'a dit franchement, mais mon cardiologue m'a fait comprendre que c'était probablement ça. Bon, donc une chirurgie à cœur ouvert, cœur arrêté et puis poumon arrêté, tu vois, c'est une petite mort. Donc quand tu te sors de ça et que le chirurgien te dit il faudrait peut-être que tu lèves un peu le pied, et c'est un chirurgien exceptionnel et un type d'une gentillesse, d'une générosité. Donc tu vois, encore il y a des gens bien partout, il n'y a pas que des mecs qui courent après le fric. Il est en train de créer une boîte de chromatothérapie, c'est-à-dire de traitement par la lumière, par les photons, des lésions cardiaques provoquées par l'infarctus. Et donc il introduit des fibres optiques dans les coronaires pour traiter les infarctus. T'imagines un peu l'ouverture d'esprit de ce bonhomme, et alors qu'il ouvre des cœurs toute la journée. Donc tout ça pour dire que cette chirurgie cardiaque, ça m'a fait un peu réfléchir, et Flo venait de s'arrêter. Flo, elle, le jour de ses 67 ans, elle a dit j'arrête, fini. Donc j'ai dit tiens, Flo vient de s'arrêter, moi je viens d'avoir un pépin cardiaque, c'est peut-être le moment de m'arrêter. Mais j'ai hésité quand même, hein. Et puis le chirurgien pour qui j'ai une énorme estime, déjà parce qu'il m'a sauvé la vie, et ensuite parce qu'il a fait ça avec tellement d'élégance et d'humilité et de gentillesse que je me suis dit, je vais l'écouter, ce bonhomme. Tu sais, la vie, c'est une histoire de rencontre avec des gens d'exception, c'est ça, la vie. Ouais. Et en fait, moi, c'est ce qui a toujours guidé mes décisions. Donc, je lui dis, et si je m'arrête? Il me dit, écoute, arrête-toi, mais continue à faire tes cours, continue à faire tes conférences, continue à aider les jeunes quand ils te demandent. Et ben, c'est exactement ce que j'ai fait. J'ai suivi ses conseils, et comme ça se passe bien. Ça s'est passé, ça fait qu'1 an que je me suis arrêté, mais pas à 100%, tu vois bien. Et je reste dans le coup parce que les jeunes, tu vois, là, pendant qu'on se parlait, là, j'ai la nouvelle patronne de la clinique qui est une vétérinaire d'exception, qui était une carrure en médecine interne incroyable. Elle vient de
posé une question sur la phycocyanide en me disant comment on fait pour la phycocyanide, on veut en recommander, voilà. Et donc, tu vois, je suis resté en contact avec eux, je passe à la clinique 2 à 3 fois par semaine. Vendredi, je fais une chirurgie parce que ils ont pas envie de la faire, donc je vais la faire, tu vois. Mais en toute humilité, et bien sûr, je leur demande 0 sous, rien. Ma retraite me suffit largement, je travaille gratuitement maintenant. Tu restes en mouvement, mais parce que ça te plaît. Bah oui, ça me plaît, et puis je sais que je pourrais jamais vraiment arrêter complètement. Tu sais, moi, à la retraite, partir faire des voyages, aller jouer au golf, me payer un bateau, rouler en Porsche Cayenne, je m'en fous, mais complètement. Et ça me dit strictement rien. Ce qui me dit, c'est de continuer à soigner, continuer à comprendre essayer de comprendre le vivant, modestement, parce qu'on ne comprendra jamais complètement, essayer de transmettre tout ce que j'ai appris et tout ce que je peux encore apprendre. Et voilà. Et ça, c'est ce qui me remplit. C'est pas du tout et pourtant, j'aime bien les belles bagnoles, mais je roule avec une Dacia, tu vois, donc qui est pourrie. Donc voilà, je reconnais une belle voiture, c'est beau, mais jamais j'aurai une belle bagnole, je m'en fous. Mais chacun fait, tu vois, je porte pas de jugement, chacun vit comme il veut, sa retraite, sa vie. Moi, j'ai des beaux-frères qui ont gagné beaucoup plus d'argent que moi et qui sont à la retraite et qui voyagent sans arrêt, qui font le tour de la planète 3-4 fois par an. Et leur coût carbone est hallucinant. Et là, à ce niveau-là, je trouve que c'est indécent. Tu vois, c'est indécent, pas pour l'argent. Je m'en fiche, ils font ce qu'ils veulent avec leur argent. C'est indécent pour la planète. Ils prennent l'avion comme moi, je prends le train, et c'est-à-dire, enfin, je dis, je prends le train. J'ai même pas le temps de prendre le train, mais si tu veux, ils prennent l'avion pour un oui, pour un non, mais pour faire un saut de puce, ils prennent l'avion. C'est n'importe quoi, n'importe quoi. De mon point de vue. Après, chacun fait ce qu'il veut. Je pense qu'on a fait le tour de beaucoup de choses. Oui, oui. Et je te remercie vraiment pour ton ouverture d'esprit et ta façon très naturelle de t'exprimer sur différents sujets. Oui, je suis un petit peu cash quelquefois, excuse-moi. Non, c'est très bien, c'est très bien. Pas de langue de bois, c'est ce qu'on s'est dit au début. Oui, c'est ce qu'on avait dit. T'as respecté cette consigne. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aimerais rajouter, et surtout, est-ce que il y a un conseil que tu t'aimerais donner à la plus jeune version de toi-même? Ouais, la chose que je voudrais rajouter, je l'ai déjà dit, c'est que on a la chance d'avoir un des plus beaux métiers du monde. 2, on a la chance d'avoir encore une indépendance de pensée, une indépendance de prescription, et donc surtout ne rentrez pas dans des chaînes, parce que quand vous êtes dans une chaîne, et malheureusement il y a 1500 cliniques qui sont en chaîne en France, et tu fais plus du tout ce que tu veux. Tu as le droit de faire tel vaccin, tu as le droit de faire tel médicament, il faut que tu fasses tel panier moyen par client, que tu fasses tel chiffre, ça ne rentrez jamais dans une chaîne. Et si vous êtes dans une chaîne, sauvez-vous. Donc, gardez votre liberté de prescription, parce que on a un métier où on a encore cette liberté de prescription. Et 3, pour être heureux, en fait, c'est pas compliqué. Il faut faire ce qu'on aime. C'est le cas. Si vous avez fait des études de vétérinaire, c'est que vous aimez ce métier. Et puis, il faut y aller, quoi. Il faut de l'audace, il faut y aller, il faut essayer, il faut pas avoir peur. Voilà. Le message, c'est surtout, on a une chance incroyable de faire ce métier. Et il faut y aller, il faut se lancer, il faut oser, il faut se casser la figure, il faut se relever. Mais c'est comme partout, les sportifs connaissent tout ça, c'est d'y aller, quoi. Il faut de l'audace, il faut l'envie, il faut beaucoup bosser. Mais le boulot, quand on fait ce qu'on a envie de faire, c'est pas du boulot. C'est pas une corvée du tout. Moi, je suis jamais allé au boulot à reculons, jamais, parce que c'est trop bien ce qu'on fait. Alors, il faut pas idéaliser. Il y a des jours où on est fatigué, il y a des jours où on tombe sur des clients pénibles, il y a des jours où on a des chiens qui nous essayent de nous choper, des coups de pied de vache, j'en ai pris, des coups de pied, des coups de corne, j'en ai pris, comme tout le monde. Je me suis fait mordre sauvagement 2 fois, mais voilà. Dans une vie, il y a toujours des risques, et ceux qui se font pas mordre, qui se cassent la figure en vélo, c'est pareil. Donc, moi, j'ai perdu récemment un de mes meilleurs amis, il s'est tué en vélo alors qu'il était un très prudent, très bon cycliste, pompier professionnel. Donc la vie est suspendue à un fil pour tout le monde. Donc il faut vraiment la remplir comme il faut pas la subir, faut la remplir, faut y aller. Et quand on a cette chance d'avoir un métier passionnant comme le nôtre, que tout le monde nous envie, il faut arrêter de se plaindre, il faut arrêter de pleurer, il faut y aller, quoi. Voilà, le message c'est ça, c'est simple en fait. Faut y aller.
Merci Pierre, merci pour ces conseils et merci encore pour ces 2 heures passées ensemble. Ah oui, 2 heures, j'ai pas vu passer le temps. Génial. Ouais. Et merci à tous pour votre écoute. Merci d'avoir écouté cet épisode de Veto Micro. Si le cœur vous en dit, partagez-le à vos amis et à vos collègues, abonnez-vous au podcast et mettez-nous une note de 5 étoiles avec un gentil commentaire. C'est ce qui nous permet de remonter dans les classements et de donner de la voix à la profession. Si vous souhaitez participer à Veto Micro, nous suggérer des invités ou tout simplement nous écrire, faites-le sur l'adresse podcast@themavet.fr. Prenez soin de vous et à la semaine prochaine pour écouter une nouvelle façon d'être vétérinaire.